Un millionnaire a rompu ses fiançailles avec sa fiancée à cause d'une femme de chambre. Quelques jours plus tard, la police a soudainement fait irruption dans sa maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du matin baignait les eaux de Fort Lauderdale d'une chaude lueur dorée tandis que de petits bateaux de pêche, des taxis aquatiques élégants et des gondoles glissaient d'avant en arrière dans un rythme sans fin. Les reflets dansaient sur la surface calme, s'étendant vers les arches de pierre des anciens ponts, comme si le temps lui-même s'était arrêté dans cette ville suspendue entre l'eau et le ciel. Leo Quinn était assis au bord d'une gondole partagée, un simple vaisseau transportant des passagers silencieusement à travers le canal. Ses cheveux courts et bouclés encadraient un visage marqué par des traits rugueux, tandis que sa chemise en lin usé et ses sandales déchirées témoignaient d'une vie modeste. Elle gardait son regard baissé, ses mains calleuses reposant tranquillement sur ses genoux, tandis que le gondolier à la poupe propulsait le bateau avec des mouvements fluides et réguliers. La véritable grandeur et la liberté, pourrait-on dire certains, ne résident pas dans la recherche d'attention ou d'admiration, mais dans le fait de vivre authentiquement, connecté à son moi intérieur. La fierté, en revanche, peut nous aveugler face à la beauté et à la valeur des moments plus simples et profonds de la vie. Soudain, un taxi aquatique en bois poli a filé près de la gondole, créant des ondulations qui faisaient tanguer le plus petit bateau. Alors que Léa essayait de se stabiliser, elle se déplaça légèrement sur le banc, faisant émettre des rires doux des autres passagers à l'intérieur du taxi. Une femme impeccablement habillée en costume blanc et portant des lunettes de soleil oversize s'est penchée vers la fenêtre ouverte, offrant tout un spectacle. Elle a raillé, sa voix pleine de sarcasme. « Tu répètes des cascades sur cette chose ?» Elle a poussé un rire désinvolte, ajoutant avec une pointe encore plus tranchante. « Merci pour le spectacle gratuit, fille laide. » Les autres passagers ont murmuré mal à l'aise, certains jetant un coup d'œil à Léa, mais elle gardait la tête baissée, les mains se serrant légèrement sur ses genoux alors qu'elle regardait le fond de la gondole. Les éclaboussures rythmiques des vagues et le faible bourdonnement du moteur du taxi s'estompaient progressivement, laissant place à un silence inconfortable. Lorsque la gondole a atteint la rive opposée, Léa est descendue, ajustant soigneusement ses sandales usées alors qu'elle posait le pied sur le quai. Devant elle se dressait un grand domaine, sa façade gothique dominant majestueusement avec des fenêtres et des balcons qui semblaient l'observer comme des témoins silencieux. Prenant une profonde inspiration, elle a monté les escaliers de pierre et a frappé doucement à la porte en bois orné. La porte s'est ouverte en grinçant pour révéler une femme au visage sévère, les cheveux tirés en un chignon impeccable. Elle a étudié Léa intensément avant de parler. « Es-tu Léa Quinn ?» a demandé la femme en levant un sourcil. Léa a hoché brièvement la tête, restant silencieuse. « Entrez, nous vous attendions » a dit la gouvernante en s'écartant pour la laisser entrer. « Vous commencerez immédiatement. » La dernière domestique a été licenciée pour avoir fait pleurer le fils de M. Paul Carter. Léa a baissé respectueusement la tête et est entrée dans le domaine où les grands halls faiblement éclairés et l'écho de ses pas créaient un silence presque oppressant. La gouvernante l'a conduite à une petite chambre de servante, à peine éclairée par une petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. Les murs écaillés et le lit étroit avec son matelas fin semblaient contenir les échos de ceux qui y avaient vécu avant elle. « L'agence m'a dit que vous ne parlez pas », a déclaré la gouvernante en ajustant son chignon avec une précision presque militariste. « Très bien, cela me convient parfaitement. Vous écoutez, observez et restez silencieuse », a-t-elle ajouté. « Parfait. Mettez l'uniforme qui est sur le lit et revenez dans 5 minutes pour recevoir vos premières instructions. » Léa a acquiescé silencieusement, gardant le regard baissé alors que la femme partait avec un coup vif de sa jupe. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd qui a résonné dans la petite pièce silencieuse. Léa a soupiré et a jeté un coup d'œil à l'uniforme gris avec un tablier blanc soigneusement plié sur le lit. Elle s'est changée rapidement, pliant les vêtements qu'elle avait apportés dans son sac à dos usé avec soin. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée dans la cuisine du domaine. La pièce était grande mais faiblement éclairée, remplie d'étagères en bois contenant de la porcelaine fine et des ustensiles qui semblaient à peine touchés. La gouvernante l'a regardée avec un mélange d'approbation et de mépris. Préparer des toasts avec de la marmelade d'orange amère et des poires, accompagnés de fruits frais, peut-être des poires, a ordonné la gouvernante. Apportez-les à la terrasse et servez-les au jeune Alan Carter, le fils de M. Paul Carter, le propriétaire du domaine, mais faites-le sans parler. La gouvernante a fait une pause et a poussé un rire qui a résonné cruellement dans la cuisine vide. « C'est vrai, vous ne parlez pas »,
A-t-elle roulé des yeux avec un sourire moqueur et a ajouté à voix haute pour que Léa entende, muette mais pas sourde, vous serez parfaite pour ce travail. Elle s'est détournée après avoir fait disparaître son ombre en s'affairant à organiser les ustensiles sur la table centrale. Léa est restée figée un instant, son expression impénétrable bien que ses mains serrassent fermement le tablier comme si elle essayait de déchirer le tissu. Elle a rapidement repris son calme et a commencé à préparer les toasts avec des mouvements précis et délibérés, laissant son attention se concentrer entièrement sur la tâche à accomplir. Être différent n'est pas un défaut, c'est la marque d'un univers unique se révélant à chaque pas. Les chemins les moins fréquentés sont souvent mal compris, menant aux vérités les plus authentiques de la vie. Avec des pas sûrs, Léa a marché vers la terrasse, équilibrant soigneusement le plateau dans ses mains. La lumière dorée du soleil illuminait les carreaux usés et l'air portait un doux parfum de fleurs grimpantes. En franchissant le seuil, elle s'est arrêtée un instant, observant une femme élégante se penchant vers un garçon assis à une petite table avec un carnet ouvert. Le garçon aux cheveux foncés et aux grands yeux brillants semblait suivre attentivement ses instructions. La femme gesticulait de manière animée, guidant un dessin de son doigt tout en parlant d'un ton bas presque condescendant. Léa s'est approchée de quelques pas jusqu'à ce que le grincement du plancher en bois sous ses sandales fasse tourner brusquement la femme. Léa s'est figée, c'était elle, la femme du taxi aquatique, la même qui l'avait moquée pendant la balade, maintenant impeccablement vêtue d'un costume en lin crème ajusté et de talons qui claquaient avec autorité. Elle a haussé un sourcil vers Léa, ses lèvres peintes en rouge se courbant en un rictus de mépris. « Toi » a exclamé la femme, sa voix mêlant surprise et irritation. La fille maladroite du trajet qui a failli tomber dans l'eau. « Tu m'as fait peur, tu ne peux pas t'annoncer avant de te précipiter ?» Léa est restée silencieuse, le plateau toujours stable dans ses mains bien que ses doigts tremblaient légèrement de nervosité. Ses yeux ont instinctivement baissé au sol. Le garçon à la table la regardait avec curiosité, comme s'il sentait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. La femme s'est rapprochée, son sourire plus moqueur que accueillant. « Ah, je vois maintenant », a-t-elle dit, ses mots dégoulinant de sarcasme et s'étirant lentement. « Es-tu muette ou sourde, muette ?» Léa a légèrement relevé la tête, ses mouvements lents et délibérés pointant vers ses oreilles tout en hochant la tête. La femme a poussé un court rire sec. « eh bien, donc tu as entendu ce que j'ai dit pendant que tu te promenais ici », a-t-elle ajouté, son ton devenant encore plus moqueur tandis que ses yeux balayaient Léa de la tête aux pieds. « Allez, pose ce plateau sur la table et je suis très occupée. » Léa, presque mécaniquement, a marché jusqu'à la table, placé soigneusement le plateau et s'est reculée, mais la femme n'avait pas encore fini. « Comme vous pouvez le voir, je suis sa nounou, sa tutrice. Mais pas n'importe quelle tutrice, je suis orthophoniste, une spécialiste, contrairement à vous. » A-t-elle souligné le dernier mot avec un rictus, son mépris indéniable. « Vous n'êtes pas une professionnelle », a-t-elle penché légèrement en avant comme pour partager un secret cruel. « Oh, et n'y pensez même pas à déranger Alan, compris ? Il ne peut pas parler non plus, mais c'est temporaire, je vais régler ça tôt ou tard parce que je suis une experte dans mon domaine. » A-t-elle fait une pause, ses yeux plissants. D'un autre côté, votre âge vous a déjà défini, il n'y a aucun moyen de changer cela. Léa a évité de croiser son regard, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle faisait une petite révérence. Lorsqu'elle a relevé la tête, des larmes scintillaient dans ses yeux, glissant silencieusement le long de ses joues. Avec des pas mesurés et silencieux, elle s'est tournée et a quitté la terrasse, prenant grand soin de ne pas faire de bruit. Le garçon l'a suivi du regard, son expression mélangeant curiosité et quelque chose de plus difficile à définir. Alors que Léa disparaissait dans le couloir, sa silhouette devenait de plus en plus petite à chaque pas. Un adulte autiste porte une mélodie que tout le monde ne peut pas entendre, mais qui résonne avec l'essence la plus pure de leur existence. Leur présence n'est pas un défi pour le monde, mais une invitation à comprendre que la véritable connexion naît de la diversité. Plus tard, Léa était à genoux dans le grand hall du domaine, frottant soigneusement une tache tenace sur le tapis perçant au centre de la pièce. Les rayons de soleil filtraient à travers les fenêtres, projetant des reflets chaleureux sur les murs, mais Léa semblait déconnectée, entièrement concentrée sur sa tâche. Soudain, une voix profonde et régulière brisa le silence. « Êtes-vous la nouvelle employée ? Quel est votre nom ?» demanda un homme se tenant derrière elle. Léa ne réagit pas, son attention toujours fixée sur la tâche, ses mouvements délibérés suggérant qu'il n'existait rien d'autre dans son monde que la tâche à accomplir. Il a fait quelques pas en avant, faisant le tour d'elle jusqu'à se tenir devant elle. « Pouvez-vous m'entendre ?» insista-t-il en s'efforçant légèrement de la regarder. Léa a enfin levé les yeux,
surprise par la silhouette imposante au-dessus d'elle. Ses yeux ont croisé ceux d'un homme distingué, aux cheveux foncés légèrement grisonnés aux tempes et aux traits marqués par un mélange de lassitude et de mélancolie. Un instant, elle s'est figée, comme si sa présence avait arrêté le temps. Il a répété sa question en adoucissant son ton. « Quel est votre nom ?» Léa a souri timidement en se levant prudemment, pointant ses lèvres avec son index puis secouant lentement la tête dans un geste de déni. L'homme a légèrement froncé les sourcils. « Vous ne pouvez pas parler ?» a-t-il demandé, surpris. « Mais vous pouvez m'entendre, n'est-ce pas ?» Léa a de nouveau souri et hoché la tête en confirmation. C'est alors qu'il a remarqué le simple métal suspendu à son cou. En écriture délicate, un seul nom était gravé sur le médaillon, Alan. « Léa, c'est ton nom ?» a-t-il demandé en pointant le collier. Elle a hoché la tête et fait une petite révérence, évitant le contact visuel direct. L'homme l'a observé avec une expression curieuse qui est passée de la surprise à un mélange d'intérêt et de compassion. « Pourquoi ne pouvez-vous pas parler ? Est-ce que votre fils est autiste aussi ?» a-t-il demandé. Sa voix s'est adoucie. Léa a haussé les épaules, levant les mains dans un geste qui semblait dire « Je ne suis pas vraiment sûr ». « Et comment communiquez-vous si vous ne pouvez pas parler ?» a-t-il insisté. Léa a levé les mains et les a doucement déplacées devant lui, un large sourire illuminant son visage. « Oh, vous utilisez des gestes avec vos mains », a-t-il deviné en essayant de reconstituer l'information. Elle a de nouveau hoché la tête, puis a imité l'écriture dans l'air. « Donc vous écrivez aussi pour communiquer », a-t-il dit en souriant légèrement. « C'est fascinant », a-t-il murmuré. Léa a ensuite placé un doigt sur ses lèvres et a mimé le jeu du violon. Il a haussé un sourcil en essayant de déchiffrer ses actions. « Voulez-vous dire que vous communiquez aussi par la musique ? Attendez, vous jouez du violon ?» Excitée, Léa a vigoureusement hoché la tête avant de passer à un geste qui imitait le jeu de la flûte. « Vous jouez de la flûte aussi ?» a-t-il demandé. Impressionnée, elle a confirmé par un autre hochement de tête, son sourire s'élargissant tandis que ses yeux restaient timides, évitant soigneusement un contact visuel prolongé. L'homme a soupiré, faisant une pause avant de dire « Oh, jeune fille, vous avez appris à vous exprimer de façon vraiment spéciale. Mon fils, en revanche, n'a pas encore trouvé de moyen de communiquer du tout. » Léa a remarqué le changement de ton dans sa voix et a rapidement sorti un morceau de papier et un crayon de la poche de son tablier. Avec des traits fluides et délibérés, elle a écrit « Je suis autiste. Pourquoi votre fils ne peut-il pas parler ? Est-il autiste aussi ?» L'homme a pris le papier, lisant les mots puis le tenant un instant comme s'il portait un poids bien plus grand qu'il n'y paraissait. « Vous avez une belle écriture, Léa », a-t-il dit avec un sourire mélancolique. « Je vois que vous êtes autiste », a-t-il fait une pause, son regard se perdant à un certain point éloigné avant de continuer. « Mon fils a perdu la capacité de parler il y a 2 ans. Cela s'est produit après qu'il a pris une profonde inspiration, chaque mot semblant une lutte après le décès de sa mère. Un lourd silence s'est installé entre eux, comme si même la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres s'était atténuée. Léa a légèrement incliné la tête, un geste silencieux d'empathie, tandis que les yeux de l'homme demeuraient fixés sur le papier dans ses mains, immobiles. Il a ajouté, pris entre chagrin et réflexion. Ce traumatisme est comme un feu de forêt qui consume les mots, mais même dans ses cendres, les gestes, les murmures et les regards peuvent germer, donnant naissance à un nouveau langage. Ailleurs sur la terrasse du domaine, Alan était assis à une petite table en bois, son cahier d'exercice devant lui, un crayon pendouillant lâchement dans sa main comme s'il était trop lourd pour être tenu. En face de lui se trouvait sa thérapeute, Madame Vanessa Torres, aussi soignée que jamais, se penchant en avant avec une expression mêlant impatience et condescendance. « Allez, Alan » l'a-t-elle exhorté. « Dis-le-moi avec moi, maman, c'est facile » a-t-elle exagéré chaque syllabe comme si elle parlait à quelqu'un incapable de comprendre. Alan a gardé la tête baissée, ses yeux fixés sur le carnet où seules quelques lignes tremblantes avaient été dessinées avec ses petits doigts. Il a commencé à gratter ses ongles le long du bord du papier comme s'il cherchait une forme d'évasion. Sous la friction, la thérapeute a poussé un profond soupir. « Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire, faites un effort, si vous n'essayez pas, vous n'allez jamais vous améliorer », a-t-elle dit d'une voix durcie, portant un air d'autorité qui résonnait dans toute la pièce. Le garçon, visiblement rétréci sur lui-même, a serré le cahier contre sa poitrine, sa respiration s'accélérant et son corps tremblant légèrement. Le mouvement à peine perceptible. « Regarde-moi quand je te parle », a exigé Alan. Madame Torres s'est levée brusquement. Quand il a continué à fixer le sol, elle s'est penchée et a saisi son menton,
le forçant à rencontrer son regard. Ses yeux remplis d'une tristesse insondable ont rencontré les siens. « Vois, a-t-elle dit, c'est comme ça que tu t'améliores. Maintenant, répète après moi, Mama, Mama », sa voix pressait chaque syllabe de manière insistante. Alan a de nouveau détourné le regard, comme si le simple mot le brûlait. Il a laissé tomber le cahier sur la table avec un léger bruit sourd, croisant les bras et se tournant vers l'arrière de la chaise. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, bien qu'il ne fasse aucun bruit. Inaperçue, Léa était arrivée sur la terrasse, équilibrant soigneusement un plateau en bois dans ses mains. Elle s'est figée à l'entrée en entendant la tension dans la voix de la thérapeute. Ses yeux se sont posés sur Alan et son expression s'est adoucie en remarquant sa détresse. « Arrête de faire ton bébé », a exclamé Alan en s'adressant à Madame Torres, qui a claqué sa main sur la table, faisant sursauter le garçon. « Les autres enfants de ton âge progressent beaucoup plus vite. Mais toi tu n'essaies même pas. » Alan, se repliant davantage sur lui-même, se couvrait les oreilles avec ses mains, essayant de bloquer des mots qui le frappaient plus fort que n'importe quel bruit. Son corps commençait à se balancer légèrement d'avant en arrière, cherchant du réconfort dans le mouvement. Incapable de regarder plus longtemps, Léa s'avança. Le léger grincement des carreaux fit que la thérapeute tourna brusquement la tête. « Qu'est-ce que tu fais ici, sur Terre ?» aboya-t-elle, sa voix dégoulinant de colère alors qu'elle lançait un regard noir à Léa. « Ne sais-tu pas que tu n'es pas censé interrompre les séances ? C'est un travail sérieux ?» Malgré cela, Léa resta immobile, son regard fixé sur Alan dont les yeux se levèrent vers les siens avec un mélange de curiosité et de soulagement, comme si sa présence avait momentanément apaisé le chaos. « Qu'est-ce que tu regardes ?» continua la thérapeute avec un sourire sarcastique. Muette et intrusive, « Super, Léa, apporte le plateau sur la table et sort. Nous en avons assez d'interruptions pour une journée. » Léa se déplaça lentement, ses pas presque silencieux. Elle posa le plateau près d'Alan avec des mouvements soigneux et doux, mais ne lire pas immédiatement. À la place, elle glissa un petit morceau de poire tranché sur le bord de l'assiette vers le garçon. Il le prit avec des mains tremblantes, le serrant comme s'il s'agissait d'un trésor. Madame Torres leva les yeux au ciel. « Très bien, tu peux partir maintenant. Comme tu peux le voir, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement. Tu es une influence néfaste pour ce garçon. Il a besoin d'un professionnel, pas d'une femme de ménage. » Ces mots étaient durs, mais Léa les ignora. Baisant respectueusement la tête, elle recula, laissant Alan avec le fruit dans les mains avant de disparaître par la porte. Léa jeta un dernier coup d'œil au garçon qui rendit son regard avec un léger sourire, comme si sa présence lui avait apporté un bref moment de réconfort. À ce moment-là, la thérapeute remarqua la connexion entre eux et fronça les lèvres, les pressant en une ligne serrée. « Léa, tu es une distraction pour les séances de thérapie. Nous devrons nous assurer que tu ne te mêles plus. » Léa, debout juste à l'extérieur sur la terrasse, resta figée alors que les paroles de la femme atteignaient ses oreilles. Son expression s'assombrit, elle baissa les yeux en bas, serrant fermement les bords de son tablier comme si elle jurait silencieusement de ne pas rester invisible plus longtemps. Le silence n'est pas l'absence de voix, c'est un langage que peu comprennent. Les cris les plus forts ne proviennent souvent pas de la bouche mais d'une âme assez courageuse pour résonner sans mots. Quelques jours plus tard, dans le grand hall du domaine, Paul Carter était assis dans son fauteuil en cuir près d'une lampe sur pied, son regard perdu dans les ombres. Un verre de vin reposait dans sa main, intact, en face de lui, Madame Vanessa Torres s'inclina légèrement, dégageant une grâce calculée. Ses mots étaient aussi doux et délibérés que de la soie. « Monsieur Carter, je ne peux plus rester silencieuse, je suis inquiète pour Alan. » Paul leva les yeux, un éclat de malaise traversant son visage. « Que voulez-vous dire, Madame Torres ?» demanda-t-il d'un ton prudent. Elle inclina sa tête, s'accordant un sourire doux, presque compatissant. « C'est Léa, cette jeune femme. Même si ses intentions sont bonnes, son silence est un fardeau émotionnel pour votre fils. Avez-vous remarqué que chaque fois qu'elle est là, Alan se replie davantage sur lui-même, comme si sa présence renforçait son silence. » Le front de Paul se plissa, mais il ne répondit pas immédiatement. La thérapeute saisit la pose pour s'approcher, sa beauté exagérée le déstabilisant légèrement alors qu'elle posait ses mains sur le dossier de son fauteuil. « Alan a besoin d'encouragement pour communiquer, Monsieur Carter, insista-t-elle. Des exemples d'interaction et de dialogue, mais Léa, soupira-t-elle dramatiquement, elle ne peut pas parler. Et bien que je sache que vous ayez un cœur compatissant, vous devez considérer ce qui est le mieux pour votre fils. » Paul fit tournoyer le vin dans son verre comme s'il cherchait des réponses dans son mouvement. « Léa est bien avec Alan, il semble plus calme quand elle est proche. »
Madame Torres laissa échapper un rire bas et séduisant, son parfum flottant dans l'air alors que sa beauté écrasante semblait envelopper Paul. Calme, oui, mais est-ce ce dont il a besoin? Calme ou progrès? Questionna-t-elle. Votre fils est à un stade critique. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions manquer cette fenêtre cruciale pour sa récupération. Paul inclina la tête, sa mâchoire se resserrant. Et quoi suggérez-vous exactement? Elle s'approcha encore plus, sa voix abaissant à un murmure presque hypnotique alors que ses cheveux brillants captaient la lumière. Pour le bien d'Alan, tu devrais envisager de la laisser partir. Je ne veux pas paraître dur, mais Léa n'est pas adaptée à cet environnement. Son silence pourrait avoir un impact négatif sur sa thérapie, l'apprenant à imiter son comportement et à le normaliser. L'homme exhala lentement, fermant brièvement les yeux. Si c'est ce dont mon fils a besoin, dit-il, sa voix lourde de réticence. Alors peut-être as-tu raison, autant cela me fait mal. Madame Torres sourit triomphalement, son ton s'adoucissant alors qu'elle se préparait à partir. Je sais que ce n'est pas facile, Monsieur Carter, mais souviens-toi, parfois les choix les plus difficiles sont les plus aimants. Nous devons toujours choisir ce qui est le mieux pour ceux que nous aimons, même quand cela fait mal. Paul hocha la tête en la regardant, sa silhouette sculptée se retirant, bien que son expression trahisse le tumulte intérieur. L'attrait de la beauté peut enchaîner la volonté, mais les balances du cœur pèsent toujours la vérité contre le désir. Le vrai défi est d'avoir le courage d'écouter. Ce même matin, Léa entra dans la chambre d'Alan avec son seau et sa serpillière en main, comme elle le faisait chaque jour. La lumière du soleil filtrait hésitamment à travers les rideaux en velours bleu, diffusant une douce lueur sur la pièce élégante mais calme. Alan était allongé et étalé sur le lit, son petit corps alourdi par un fardeau invisible, beaucoup trop grand pour son âge. Son visage était enfoui dans l'oreiller, ses bras serrant un animal en peluche usée. Léa fit une pause un instant, son cœur se serrant devant la tristesse du garçon. Son regard se promena dans la pièce et s'arrêta sur un violon accroché au mur. C'était un instrument magnifiquement fabriqué, orné d'incrustations dorées qui scintillaient à la lumière du matin. Avec précaution, Léa posa son seau près de la porte et se dirigea vers le violon comme guidée par l'instinct. Alan ne bougea pas, trop perdu dans ses propres pensées pour remarquer ses mouvements. Léa souleva doucement le violon et l'archet, les manipulant comme s'ils étaient des trésors fragiles. Après avoir inspecté l'instrument, elle le plaça sous son menton, ferma les yeux brièvement comme si elle cherchait une connexion, puis commença à jouer. La première note flottait dans la pièce, l'enveloppant d'une mélodie douce et mélancolique. La pureté du son semblait illuminer chaque coin de l'espace. Alan, surpris, leva la tête, ses yeux autrefois embués de tristesse commençant à étinceler de chaleur. Léa continua de jouer, complètement absorbée par la musique, le rythme balançant son corps, apportant un sourire doux à son visage alors que les notes coulaient comme un ruisseau. Fasciné, Alan s'assit sur le lit, la regardant intensément, sa fascination évidente dans ses yeux écarquillés. Lentement, un sourire se dessina sur son visage et ses petits pieds commencèrent à tapoter au rythme de la mélodie. Léa termina la pièce avec une longue note soutenue, laissant le silence s'installer une fois de plus. Elle fit un signe au garçon, lui indiquant qu'elle serait de retour bientôt, et se dépêcha de retourner dans son petit logement. Elle fouilla dans son sac jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une flûte bien aimée, un cadeau précieux de son grand-père. Lorsque Léa retourna dans la chambre d'Alan quelques instants plus tard, elle le trouva caressant avidement le violon comme s'il s'agissait d'un artefact précieux. Debout devant lui, Léa leva la flûte et commença à jouer. La mélodie qui en sortit était vive et joyeuse, remplissant la pièce d'une explosion d'énergie. Les yeux d'Alan restèrent fixés sur Léa, son visage s'illuminant de merveille. Un rire s'échappa de lui alors que la mélodie devenait plus enjouée. Sans hésiter, Léa lui offrit la flûte, la guidant jusqu'à ses lèvres, l'encourageant à essayer. Ses premières tentatives furent maladroites, ne produisant que de douces bouffées d'air, mais bientôt une mélodie légère commença à émerger. Léa ajusta ses petits doigts sur les trous de la flûte, sa patience et son rire apaisant la nervosité du garçon. Pour la première fois depuis des années, Alan semblait pleinement engagé, sa tristesse momentanément oubliée. Ensemble, au milieu de notes improvisées et de rires partagés, ils créèrent une symphonie simple mais profonde, un lien qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. Léa finit par retourner à la cuisine, ses pas plus lents et son visage encore empreint des échos de leur joie partagée. Son esprit s'attardait sur la connexion qu'elle avait créée avec Alan, mais la chaleur s'estompa dès qu'elle vit la gouvernante l'attendant, les bras croisés et le visage sévère. « Léa, Monsieur Paul Carter a demandé votre présence dans son bureau », annonça fermement la gouvernante,
chaque mot accentué pour souligner la gravité de la situation. Léa sentit une vague de malaise la submerger, son cœur battant la chamade avec un fort sentiment de présage. Elle hocha légèrement la tête sans dire un mot et posa le chiffon qu'elle tenait sur le comptoir alors qu'elle se dirigeait vers la porte, se rendant dans l'étude. Une tension croissante s'installa profondément en elle, ses mains habituellement stables et capables tremblaient légèrement. La marche dans les longs couloirs du domaine sembla inhabituellement prolongée, chaque pas résonnant plus fort que d'habitude, comme si les murs même lui signalaient ce qui l'attendait. Lorsqu'elle atteignit la porte de l'étude, Léa fit une pause un instant, sa respiration étant irrégulière et le poids oppressant de sa peur rendant presque impossible de lever la main pour frapper. Enfin, avec des doigts tremblants, elle frappa légèrement à la porte. « Entrez !» retentit la voix profonde de Paul de l'intérieur. Léa tourna la poignée de la porte et poussa doucement la porte ouverte. Elle entra dans l'étude, son visage pâle et fatigué, les cernes sous ses yeux trahissant l'anxiété qui l'avait tourmentée depuis qu'elle avait entendu la nouvelle. Elle ferma lentement la porte derrière elle, presque à contre-cœur, ses mains serrant le bord de son tablier. Son regard rencontra celui de M. Carter alors qu'il était assis derrière son grand bureau en bois foncé. Ses doigts étaient entrelacés devant lui, son expression était sombre, presque impénétrable, et bien qu'il ne levât pas la voix, sa démarche transmettait un mélange de détermination et de conflit intérieur. « Léa, commença-t-il, sa voix profonde mais incertaine. Ce n'est pas facile pour moi. » Léa baissa les yeux bien que sa respiration s'accéléra légèrement. Il y avait quelque chose dans son ton qui confirmait le poids de ses peurs antérieures. « Je veux que tu saches combien tu as compté pour cette maisonnée, poursuivit Paul, sa voix hésitante un instant avant qu'il ne reprenne. Allant, sa voix se brisa brièvement avant de continuer. Allant a trouvé du réconfort en toi, mais en tant que père, je dois prioriser ce que je crois être le mieux pour lui. Paul se leva lentement, marchant vers la fenêtre comme si les mots qu'il s'apprêtait à dire étaient trop lourds à supporter. Allant a besoin du bon type d'encouragement pour surmonter ses défis, des exemples qui l'aideront à trouver sa voie, dit-il, s'arrêtant comme si les prochains mots lui faisaient physiquement mal. Ton silence, aussi noble soit-il, pourrait renforcer son mutisme. Léa sentit ces mots frapper sa poitrine comme un coup physique, son cœur battant douloureusement, mais elle ne leva pas la tête ni ne tenta de discuter. Elle resta immobile, acceptant l'inévitable. « Je ne peux ignorer mes responsabilités en tant que père. » « Ce n'est pas personnel, Léa, c'est quelque chose que je dois faire pour mon fils, dit Paul, sa voix finalement se brisant sous le poids de son propre regret. Léa hocha lentement la tête, un geste de compréhension même si des larmes commençaient à se former dans ses yeux. Ton silence, autrefois ton sanctuaire, semble maintenant une cage. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, poursuivit Paul, son ton lourd de finalité. Mais à partir d'aujourd'hui, vos services ne seront plus requis. Il retourna à son fauteuil, assis comme si la décision l'avait complètement vidé. Léa inclina la tête en signe de respect, en se redressant, une seule larme glissa sur sa joue. Sans prononcer un mot, elle se retourna et quitta le bureau à pas mesurés, refermant doucement la porte derrière elle. Alors qu'elle retournait dans ses petits quartiers de domestique, chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si elle portait le poids de sa tristesse avec elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle rassemblait ses maigres affaires, quelques changements de vêtements, un carnet usé où elle notait occasionnellement ses pensées, et la flûte usée qui avait toujours été sa compagne. Chaque objet qu'elle plaçait dans son sac ramenait des souvenirs de son temps dans le domaine. Avant de fermer la porte de sa petite chambre, elle jeta un dernier regard sur l'espace étroit qui avait servi de sanctuaire, un profond soupir s'échappa de ses lèvres. Puis, sans regarder en arrière, elle commença sa marche vers la sortie. Le son de ses pas résonnait dans les couloirs vides et le domaine, autrefois symbole d'espoir, s'évanouissait maintenant dans un souvenir lointain. Le sacrifice n'est pas toujours un choix, parfois c'est simplement le coût de l'amour inconditionnel. Dans ce gouffre de douleur réside la force profonde des cœurs qui parlent sans mots. Paul Carter, visiblement bouleversé, sortit de son bureau à grands pas. Son visage était marqué par l'épuisement et la mélancolie, portant le poids de la décision qu'il venait de prendre. Il se dirigea vers le grand hall où la lumière sombre de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une lueur dorée qui reflétait son humeur. Arrivé au fauteuil en cuir près de la cheminée, il s'y affala dans un, tenant un verre de vin qu'il n'avait pas l'intention de boire. Ses doigts tambourinaient doucement contre le verre tandis qu'il fixait le sol, semblant chercher des réponses dans les ombres projetées sur les carreaux. C'est alors que la silhouette impeccable de Madame Vanessa Torres apparut dans l'embrasure de la porte, aussi élégante et imposante que jamais. Ses pas gracieux résonnaient dans la pièce, le claquement de ses talons sur le sol en marbre créant un rythme régulier.
Elle portait une robe couleur crème qui accentuait son allure raffinée et ses lèvres se courbaient en un sourire subtil et connaissant. « Monsieur Carter, vous semblez troublé », dit la gouvernante en s'approchant prudemment, son ton mêlant délicatement curiosité et empathie calculée. « Tout va bien ?» Paul leva à peine les yeux, ses yeux embués de doute et de tristesse, bien qu'il ne puisse s'empêcher de remarquer sa beauté frappante. Il parla doucement, à peine au-dessus d'un murmure. « C'est fait, Madame Torres. Léa ne fait plus partie de cette maison. » Pendant un bref instant, la surprise traversa le visage de Vanessa, mais elle fut rapidement remplacée par une expression de satisfaction soigneusement dissimulée. Elle s'installa dans le fauteuil en face de lui avec une aisance pratiquée et croisa les jambes avec une élégance étudiée. « Monsieur Carter, je sais que cette décision n'a pas été facile pour vous, dit-elle en adoucissant son ton. Mais je veux que vous sachiez que vous avez fait le bon choix. Alan est à un stade critique et toute influence inappropriée pourrait entraver ses progrès. » Paul hocha lentement la tête, son regard revenant au vin intact dans son verre. Il faisait tournoyer le liquide sombre en de lents cercles contemplatifs, bien que son expression suggère qu'il n'y trouvait aucun réconfort. « J'espère juste que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui. Rien n'est plus important que sa guérison, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. » Le sourire de Vanessa s'élargit cette fois, ne cachant plus sa satisfaction. Son ton devint presque lettre lorsqu'elle ajouta « Vous êtes un homme admirable, Monsieur Carter. » Alan a la chance d'avoir un père prêt à prendre de telles décisions difficiles pour son bien-être. Je suis convaincu que cette étape mènera à de grands progrès pour lui. Paul resta silencieux, ses pensées semblant à des kilomètres de là, tandis que la gouvernante s'approchait avec un plateau de rafraîchissement de l'après-midi. Même dans les actions les plus justifiables, le cœur se trouve souvent pris entre la nécessité de la raison et les échos persistants des regrets. Les minutes s'égrenaient sans être dérangées, le silence dans le grand manoir n'était interrompu que par le tic-tac régulier d'une horloge antique perchée sur la cheminée. La gouvernante se tenait près d'une table en marbre, sa posture rigide, les mains soigneusement jointes devant elle. Paul Carter restait assis dans un fauteuil en cuir, son regard fixé sur la cheminée, son expression sérieuse, presque hantée, comme s'il essayait de se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Debout à proximité, Madame Vanessa Torres arborait un léger sourire presque triomphant qu'elle pouvait à peine contenir. Puis, le son de pas mesurés et délibérés résonna du couloir. Tous les regards se tournèrent vers Léa. Elle entra dans la pièce, habillée simplement, un sac à dos modeste en bandoulière sur une épaule, la tête baissée mais les pas assurés et résolus. Arrivée au bord de l'entrée grandiose, elle fit une pause, sa silhouette soulignée comme si elle faisait ses adieux à une maison qui n'avait été la sienne que brièvement. Un nœud serré se forma dans l'estomac de Paul, une vive pointe de regret le traversant. Il avait pris cette décision pour le bien de son fils, mais son cœur hésitait. Léa s'était montrée gentille et profondément attentionnée envers Alan, pourtant il serrait les poings, se rappelant de rester fort pour le bien-être d'Alan. Il se disait que c'était nécessaire. Soudain, une voix d'enfant brisa le silence. « Ne pars pas, Léa. » La tête de Paul se retourna brusquement, ses yeux grands de choc alors qu'il se leva. En haut du grand escalier se tenait Alan, ses yeux brillants et pleins de larmes fixés sur Léa, sa voix pleine d'urgence et d'émotion brute résonnant dans la pièce, brisant le lourd silence qui avait défini tant de sa jeune vie. Paul se figea, une vague d'incrédulité le submergeant. Son fils avait prononcé les mots qu'il rêvait d'entendre depuis si longtemps, enfin exprimés à haute voix. Madame Torres resta interloquée un instant avant de rapidement se ressaisir, son esprit s'emballant. Une lueur de colère traversa ses yeux avant qu'elle ne la masque avec un regard brillant de satisfaction. Se dirigeant rapidement vers Paul, elle l'entoura de ses bras dans une étreinte dramatique. « Nous l'avons fait !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant d'excitation. « Mes séances ont été un succès. Alan parle grâce à ma thérapie. » Mais Paul n'écoutait pas, son attention entièrement tournée vers son fils. Sans hésitation, il se précipita vers les escaliers où Alan venait de descendre. Quelques marches plus bas, les petits bras d'Alan atteignaient son père. « Tu l'as fait, mon garçon !» cria Paul en étreignant Alan dans une accolade serrée, remplie d'amour et de fierté. « Tu as parlé, tu l'as fait !» Léa, sur le point de partir, s'arrêta brusquement en entendant la voix d'Alan. Elle se retourna lentement, des larmes aux yeux, son expression mêlant surprise et joie calme, reflétant la profonde satisfaction qu'elle ressentait. Son visage exprimait tout sans avoir besoin de mots, elle était sincèrement heureuse pour le triomphe de l'enfant. Toujours tenu dans les bras de son père, Alan se libéra en se tortillant et se précipita vers sa chambre, laissant tout le monde derrière lui, pris dans le poids émotionnel du moment.
Tous les regards le suivirent alors qu'il disparaissait dans les escaliers. Paul regarda Léa avec un mélange d'émerveillement et de stupéfaction. « Je n'ai jamais réalisé à quel point tu es extraordinaire. Comment as-tu pu créer quelque chose d'aussi beau que même mon fils, emprisonné dans le silence par son traumatisme, en a été ému ?» La gouvernante, essayant de masquer sa frustration et son embarras, s'avança en s'adressant à Paul avec une étrange pointe de moquerie. « Oh, c'est simple, Paul. Bien sûr, c'est fait comme ça. » Sans hésiter, Vanessa attrapa la flûte des mains de Léa. Ne sachant pas comment en jouer, elle souffla dedans, produisant un bruit strident et discordant. Le son dissonant fit éclater de rire allant spontanément. La gouvernante, se tenant près de l'embrasure, se mordit fermement la lèvre, luttant pour réprimer son propre rire. Déterminée à se racheter, Vanessa attrapa un violon. « Je ferai mieux avec ça », annonça-t-elle, la voix tremblante. Mais avant qu'elle puisse même le positionner sous son menton, Paul l'arrêta d'un geste brusque. Sa voix traversa la pièce, ferme et autoritaire. « Vanessa, cela s'arrête maintenant. Vous m'avez fait croire que le silence de Léa était une influence néfaste pour mon fils. » Ces mots firent rougir le visage de Vanessa d'indignation. Elle répliqua avec colère, « Et j'avais raison. Regardez-la, elle peut certes jouer, mais elle ne peut même pas parler. Cela va retarder votre fils. » Se tournant vers Léa avec un regard venimeux, elle continua, « N'est-ce pas vrai, Léa ?» Son ton était conçu pour confondre et rabaisser. Léa, semblant perdue dans son propre monde, regarda au loin, un signe distinctif de son autisme mal compris par tant de personnes. Puis, comme si elle rassemblait toute sa force, elle brisa le silence. Sa voix était tremblante et hésitante lorsqu'elle murmura « Allan ». Les mots imparfaits mais sincères portaient un poids indescriptible. Allan, son visage s'illuminant de pure joie, se précipita vers Léa et l'étreignit étroitement. « Léa, je t'aime », s'exclama-t-il, sa voix pleine de sincérité. Paul, toujours à genoux, observa la scène se dérouler, son étonnement laissant place à un profond respect nouveau. Se levant lentement, il s'approcha de Léa et posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Léa, aujourd'hui tu m'as appris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Ce ne sont pas les mots qui guérissent, mais l'âme derrière eux. » Allan parla parce qu'il avait trouvé la paix et la magie dont il avait besoin en toi. La voix de Paul s'adoucit alors qu'il continuait. « Pardonne-moi de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je t'en prie, reste avec nous. Cette maison a besoin de ta lumière et mon fils a besoin de ton cœur. » Défaite et à court d'arguments, Vanessa fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle. « Vraiment, Paul ? Vous choisissez quelqu'un qui peut à peine comprendre le monde pour influencer votre fils ? C'est de la folie, vous ne pouvez pas prendre de telles décisions irrationnelles. » Paul la regarda avec un calme glacial, ses mots rebondissant sur elle comme s'ils étaient sans poids. « Non, Vanessa. C'est vous qui n'appartenez plus ici. Mes erreurs s'arrêtent maintenant. Vos services ne sont plus nécessaires. » Son visage se tordit de fureur. Vanessa pivota sur ses talons et quitta la pièce en trombe, ses pas résonnant dans le lourd silence qu'elle laissait derrière elle. Léa, les larmes coulant sur son visage, serra Allan contre elle tandis que Paul regardait avec gratitude dans les yeux. La flûte, maintenant entre les mains de Léa, reprit vie, remplissant le manoir d'une mélodie qui en disait long sans prononcer un seul mot. Dans les moments les plus sombres, la véritable force de l'humanité brille à travers ceux qui rayonnent d'amour et de chaleur, non seulement par les mots mais par leur simple présence. Les mois s'écoulèrent doucement, semblables à une rivière silencieuse, alors que le domaine se remplissait progressivement de rires et de conversations animées. Allan, qui s'était replié dans le silence après avoir perdu sa mère, commença à montrer une nouvelle facette de lui-même. Jour après jour, le poids de son traumatisme semblait se dissiper, semblable à la brume se dissolvant au soleil du matin. Léa, avec sa patience infinie et sa capacité à communiquer l'amour sans avoir besoin de mots, devint l'encre émotionnelle dont le garçon avait désespérément besoin. Au début, Allan s'approchait d'elle avec prudence, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Mais au fil du temps, son affection pour Léa devint évidente dans de petits gestes significatifs. Une fleur cueillie dans le jardin, une fière offrande d'un dessin d'enfant, ou la façon dont ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Paul observait tout cela de loin, son admiration pour Léa se transformant silencieusement en quelque chose de bien plus profond. Initialement, le monde de Paul avait été défini par des notions conventionnelles de beauté et de sophistication, mais Léa, avec sa grâce tranquille et sa force inébranlable, révélait un tout autre type de beauté. Ce n'était pas dans les apparences soignées ou le discours éloquent,
mais dans son esprit authentique, un esprit forgé à travers d'innombrables défis et dédié à donner le meilleur de lui-même à ceux qui l'entouraient. La façon dont Léa jouait du violon, de la flûte ou simplement s'asseyait à côté d'Alan semblait porter une magie que Paul n'avait jamais connue auparavant. Au fil du temps, leur lien grandit non pas dans de grandes démonstrations, mais dans les moments simples qu'ils partageaient. Paul commença à trouver des excuses pour passer du temps avec elle, dîners spontanés où il cuisinait, promenades dans le jardin avec Alan et soirées sur la terrasse, enchanté par sa musique sous les étoiles. Ces nuits-là, le domaine semblait pulser d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Un an plus tard, sous les ciels bleu clair du printemps et entourés d'amis proches et de personnel fidèle, Paul et Léa se tenaient devant l'autel dans la chapelle du domaine. Alan était à leur côté, habillé élégamment mais rayonnant de la joie innocente qui illuminait toute la cérémonie. Léa, portant une simple robe blanche reflétant sa pureté et son authenticité, tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. Paul, le cœur battant comme jamais auparavant, prit doucement ses mains, ses yeux remplis d'émotion cherchant les siens comme s'ils étaient les seuls mots qui comptaient. Lorsque le moment arriva, le prêtre posa la question tant attendue. « Léa Quinn, acceptez-vous Paul Carter comme votre mari, pour l'aimer et l'honorer chaque jour de votre vie ?» Le temps sembla s'arrêter un bref instant, les invités retenant leur souffle. Léa, les yeux scintillants de larmes, baissa brièvement les yeux, sa voix tremblant alors qu'elle luttait pour trouver les mots. « Je le veux !» La salle éclata en applaudissements chaleureux. Alan fut le premier à se précipiter vers eux, enlaçant étroitement Léa tandis que Paul, submergé par l'émotion, embrassait ses mains. À ce moment-là, il devint évident pour tous que le lien entre Paul, Léa et Alan était plus que la simple formation d'une famille. C'était une manifestation tangible de la croyance que l'amour dépasse les mots, les apparences et les préjugés. Dans le langage du véritable amour, là où réside la plus profonde force de la vie, il n'y a pas de barrière ou de silence trop grand pour être surmonté. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arriveront bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!